Le rôle de tout leader en éducation, c'est d'amener un changement positif dans la vie des personnes dont il est responsable. Je veux dire, pour atteindre des cibles qu'on n'a jamais atteintes, il faut adopter des comportements qu'on n'a jamais adoptés dans le passé. Il faut devenir une personne, une équipe qu'on n'a jamais été. Puis quand tu as des nouvelles cibles, bien, ça va demander d'amener des changements. Et ça suscite toutes sortes d'émotions. On s'entend. Mais tout ce que nous voulons créer en éducation dépend de notre capacité de grandir. Et ça, ce que ça veut dire, bien, ça veut dire qu'il va falloir être capable de devenir à l'aise avec l'idée de sortir de sa zone de confort. Pourquoi? Mais parce que grandir, la croissance, ça se fait à l'extérieur de sa zone de confort. Par définition, c'est ce que c'est. Tu prends de l'expansion. Puis ça, ben, il y a des émotions. Puis aujourd'hui, je veux brasser des belles idées avec toi parce que la peur de perdre, c'est l'ennemi silencieux de la croissance. En d'autres mots, la peur de perdre, c'est l'ennemi silencieux de l'amélioration continue de nos pratiques en éducation. Puis une fois qu'on a cette vision-là, une fois qu'on a une compréhension de ce qui se passe dans l'invisible, qu'est-ce qui fait que pour certaines personnes, il y a un handbrake affectif? Ben, une fois qu'on découvre ça, on peut activer, on peut humaniser notre leadership. On découvre l'opportunité qu'on a d'offrir une présence humaine de qualité à quelqu'un qui vit une hésitation. Et dans mon vécu, on peut changer des vies une fois qu'on accueille l'invisible et qu'on ne le prend pas personnel. Fait qu'on brasse des belles idées ensemble aujourd'hui puis on commence ça dès maintenant. Le leadership, c'est l'impact positif que nous avons sur notre devenir et sur le devenir des personnes autour de nous. Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour transformer l'éducation et pourquoi pas toute la société. On s'entend. Une de mes collègues m'a dit à un moment donné, Marius, si tu prends une émotion et tu mets ça dans un petit contenant ou dans un grand contenant, elle m'avait dit l'émotion prend toute la place. Ouais. Les émotions de nos enfants prennent toute la place quand ils grandissent. Les émotions prennent toute la place quand on est en gestion du changement, en gestion de l'amélioration continue de nos pratiques. Ça suscite des émotions. Pourquoi? Parce qu'on se donne en éducation. On donne beaucoup de qui on est, puis parfois de recevoir l'idée ou l'invitation que peut-être qu'on pourrait faire mieux que ce qu'on fait présentement. Parfois, on peut prendre ça personnel. Peut-être que des fois, on le prend comme un affront, comme si on n'en faisait pas assez. Ça n'a pas rapport avec ça du tout, hein? On s'entend. L'effort, à lui seul, ne peut pas donner... Ça demande l'effort, là. Mais c'est pas juste l'effort qui compte, c'est l'impact, tu sais. Il faut regarder l'impact. Puis des fois, on regarde l'impact, l'effort est là. Fait qu'entre les deux, il reste quoi? Ben, il y a les stratégies. Les stratégies, à fort impact, demandent de l'effort. Mais quand j'ai peur d'utiliser les stratégies ne peuvent pas avoir l'impact qu'elles sont censées avoir. En d'autres mots, les meilleures stratégies, là, les stratégies à fort impact, les plus connues, là, les plus recommandées en éducation, aucune de ces stratégies-là ne vient avec le mode d'emploi suivant. Quand vous allez l'utiliser, c'est mieux si vous avez peur. Ça n'arrivera pas, hein? Et ce qui arrive réellement dans la vraie vie, c'est que si j'ai peur d'utiliser, je ne l'utiliserai pas. Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on démystifie pourquoi ça se passe comme ça. J'aimerais aussi qu'on accueille peut-être la réalité que ça n'a pas rapport avec nous quand ça arrive, mais qu'on a une opportunité quand on est conscient de l'invisible qui est présent là, devant soi. On a des opportunités majeures. Qu'on parle d'enfants, qu'on parle d'adultes, on s'entend, on amène quelqu'un d'autre à... Ouais. Le challenge est grand. Puis j'ai le goût de te présenter une vieille, je ne sais pas si c'est une légende ou une histoire, mais je te raconte ça, c'est très rapide. Puis il y a un lien direct entre ça et ce qu'on vit dans un contexte d'amélioration continue. Le lien va être clair, regarde bien ça. Donc, c'est un vieux chef Cherokee qui enseignait la vie à son petit-fils, selon ma source ici. Puis il dit à son petit-fils, il y a un combat qui se déroule à l'intérieur de moi. Un combat entre deux loups. Ouais, il y a un loup qui est sombre, puis lui, ben, il est mauvais. Ce loup-là, ben, c'est comme la colère, l'envie, la tristesse, le regret, l'avidité, l'arrogance, l'apitoiement sur soi,
la culpabilité, le ressentiment, le sentiment d'infériorité, le mensonge, la fausse fierté, le sentiment de supériorité. Finalement, mais c'est la peur. Hein? Ouais. Fait que le vieux chef continue. Le deuxième loup, c'est un loup qui est lumineux. Lui, ben, il est bon. Le deuxième loup, c'est la joie, la paix, l'amour, l'espoir, la sérénité, l'humilité, la bonté, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité, la compassion et la foi. Le même combat se déroule à l'intérieur de toi, mon petit-fils, et à l'intérieur de chaque personne sur la face de cette terre. Le petit-fils réfléchit un instant, puis il demande à son grand-père, « Grand-père, quel loup va gagner? » Puis le grand-père de répondre, « Celui que tu nourris. » Je ne sais pas si tu avais déjà entendu cette petite histoire-là, mais ça éclaire une réalité, hein? C'est qu'on a tous notre dialogue intérieur. On a tous notre discours intérieur quand on est face à notre réalité. Quand on gère l'amélioration continue dans notre milieu, on propose des idées. Et ces idées-là sont reçues par chaque personne qui est autour de la table avec les deux loups dans la tête de chaque personne. Puis là, ce qu'on reçoit, c'est le non-verbal, les actions, les comportements, les façons d'être et de faire des gens qui viennent de la réalité. Ben, c'est que ça dépend quel loup on nourrit chacun, là, tu sais. Ça dépend qui tu nourris. C'est lui qui va gagner. La foi ou la peur? Il y a deux loups. Il y a deux loups. La foi ou la peur? Les deux demandent de croire en quelque chose qu'on ne peut pas voir. As-tu déjà pensé à ça? La foi et la peur demandent qu'on croie en quelque chose qu'on ne peut pas voir. Parce que quand on est dans la foi ou dans la peur, on est en train d'anticiper un avenir qui n'est pas encore là, un avenir qui est incertain. Et en fonction du loup que je nourris le plus, ça va affecter comment je me sens. Et comment je me sens détermine ce que je fais ou que je ne fais pas. Est-ce que je passe à l'action ou est-ce que je reste là figé par la peur? Ouais. Ça m'a frappé dernièrement quand je regardais les Olympiques qui viennent de se terminer récemment. Je regardais particulièrement, moi, ce qui me fascine, il y a plein de disciplines, là, mais le slalom géant. On s'entend-tu que ça y va? Hein? Ça y va. Et slalom géant, c'est un skieur ou une skieuse qui est en haut de la côte. Et on voit que l'athlète qui est là, chaque fois, il n'y a pas d'exception. L'athlète est rempli d'anticipation. Il y a comme une petite barrière là, qui est là, là. Et dès que le dernier bip, le go est donné, là, le coup d'envoi, pouf, il accélère. Zéro hésitation. Puis ils vont. Ouais. Mais c'est quoi le rapport, Marius? Ben, je me suis posé la question, moi, Marius, en haut de la côte, je ne sais pas si j'hésiterais, tu sais. Il me semble que j'hésiterais un petit peu. Ben, peut-être la première fois, tu sais. Ce qu'on voit aux Olympiques, c'est des athlètes qui sont habitués de vivre ce processus-là, de se dépasser, de prendre le risque. C'est toujours incertain, là. Tu sais, je veux dire, tu peux te planter, on s'entend, solide en ski, là. Puis les meilleurs au monde, on en voit, il y en a qui... OK, c'est quoi le rapport? Ben, je me demande c'est quoi l'histoire que ces gens-là, ces athlètes-là se racontent quand ils sont en haut de la côte parce qu'ils y vont. Ils ont de l'espoir, ils ont de la foi. Là. Je veux dire, ils nourrissent un des loups. Puis là, je me dis, moi, si j'étais en haut de la côte, même si la cloche sonne puis que je peux y aller, j'aurais peut-être une hésitation, tu sais. La première fois que je descends, mettons, là, quand tu l'as jamais vécu, ça doit être normal. C'est sûr que c'est normal, ça dépend de l'histoire qu'on se raconte. Puis quand je regardais les Olympiques, mais ça m'a rappelé ça. Je veux dire, en accompagnement, c'est exactement ça qu'on vit. L'influence, c'est amener, en leadership, là, l'influence, c'est dans le fond amener les gens à nourrir le bon loup. Pas une manipulation, pas une façon d'obtenir quelque chose de l'autre sans qu'ils s'en rendent compte. Et j'entends toutes sortes de choses des gens qui me disent, bien là, si je fais ça de même, peut-être que les gens vont faire les actions qu'on veut sans qu'ils s'en rendent compte. Mais comment on est supposé être intentionnel si on s'en rend pas compte, tu sais?
Comment on est supposé partager le leadership et la responsabilité si les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire pour qu'on réussisse? Je veux dire, ça ne peut pas être ça la recette, ça ne peut pas être un truc, ça ne peut pas être un trucage bien organisé. Fait que l'influence, ce que c'est la capacité d'une personne à créer, à générer des émotions positives chez l'autre. Les émotions viennent de nos pensées, ça vient de la foi. Tu te dis, OK, je suis conscient que les nouvelles pratiques peuvent comporter des risques, mais des promesses aussi. Autrement, on n'en parlerait pas. Puis la raison pourquoi la pratique est à la table, à l'ordre du jour, c'est parce qu'elle est prometteuse. Elle est prometteuse. Elle vaut la peine qu'on en parle. Mais ça se peut que ça provoque en moi des émotions. Puis si j'ai des émotions, ce qu'il faut que je remonte, c'est qu'il faut que je remonte à c'est quoi ma pensée, c'est quoi le loup que je suis en train de nourrir. Parce que si je nourris la peur, ça va créer de l'anxiété. Ça va créer le sentiment d'impuissance que moi, je ne suis pas capable de descendre la côte. Je ne le vois pas comment je vais le faire. Tu sais, moi, c'est pas pour moi, ça. Puis si j'ai de la foi et de l'anticipation, ben, je vais passer à l'action. Je vais l'essayer, moi. Je m'essaye, go. Tu sais, comme quand je jouais au hockey dans la rue, quand j'étais jeune, par chez nous, on avait une expression emmène-la ta garnotte, tu sais. Ça voulait dire, tu n'étais pas inquiet. Ah ouais, emmène-la ton shot, on va l'arrêter, tu sais. T'es comme prêt à passer à l'action, tu te sens en confiance, tu sais. T'anticipes un scénario positif dans l'avenir. Et ce qu'on sait en éducation, c'est que pas d'action, pas de changement. Pas d'action, pas de changement. C'est exactement de ça que je parlais il y a quelques semaines dans un atelier virtuel qui s'appelle Éliminer la résistance au changement. On se partageait des stratégies pour justement comment je fais pour présenter l'information et créer de l'espoir et créer des émotions positives pour que les gens aient le goût de passer à l'action. Puis après ça, on s'est partagé des stratégies. OK, une fois que ce bout-là est fait, s'il y a encore des gens qui sont pris en haut de la côte, ils ne se voient pas passer à l'action. Ils ne se voient pas passer à l'action, ils sont figés là. Mais c'est quoi le prix à payer? Bien, tu ne peux jamais découvrir le pédagogue ou la pédagogue que tu peux devenir si tu passes pas à l'action. Si tu restes pris en haut de la côte, tu nourris ta peur. Si tu restes pris en haut de la côte, tu n'es pas libre. C'est pas toi qui décides. C'est pas toi qui mène dans ta vie. C'est tes émotions, tu sais. C'est gros, là. On s'entend? Pas d'action, pas de changement. Pas de changement, pas de croissance. Pas de croissance, pas d'amélioration continue en éducation, mais pire encore, pas de croissance, pas de pertinence. De quoi tu parles, Marius? Les jeunes ont besoin d'apprendre de gens qui sont en train d'avancer dans la vie, là. Ils ont besoin des gens qui appliquent ce qu'ils enseignent, tu sais. Moi, j'enseignais le français, là. Ben, j'ai appris à écrire dans les années 80, là. Je peux pas m'attendre à ce que les élèves en 2026 apprennent à écrire avec les outils de 1980 parce que moi, c'est ça qui m'a aidé. Ils sont encore bons, ces outils-là. Mais si l'intelligence artificielle ne fait pas partie du processus d'écriture, parce que moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté d'écrire, moi, j'écris plus. Moi, je l'ai appris, je l'ai mon bac. Ça fait 20 ans que j'enseigne, ça fait 30 ans que j'enseigne. Moi, j'enseigne l'écriture, mais j'ai arrêté d'écrire. Mais comment je fais pour demeurer pertinent si le processus d'écriture que j'utilise aujourd'hui, par exemple, je parle du processus d'écriture, si ça inclut pas la collaboration avec d'autres personnes, puis avec l'intelligence artificielle. Comment je fais pour demeurer pertinent si je suis figé en haut de la côte dans mes pratiques pédagogiques, puis que je me dis, j'espère que les jeunes qui sont là, qui m'envoient des signaux que c'est pas trop engageant d'être dans ma classe, je, je fais quoi? Je me raconte quoi comme histoire quand je me dis, je veux qu'ils soient engagés? Ouais, mais je suis engageant? Je... Wow! C'est tough! C'est tough parce que je comprends qu'il y a une crainte en haut là. Puis ça n'a pas besoin d'impliquer le numérique. J'ai juste donné un exemple avec le numérique, tu sais. Mais pour être la personne de qui je veux apprendre en 2026, il faut que tu aies vécu quelque chose, là. J'ai participé à un sommet Google une année. C'était organisé à la cité collégiale par les 3 conseils scolaires de l'Est de l'Ontario et d'autres conseils. Je pense que c'était bilingue, si ma mémoire est bonne. Je me trompe peut-être, là. Mais il avait fait venir un conférencier, c'est Chris Hadfield, l'astronaute.
puis il nous a parlé de ce que c'est être astronaute. Ouais. Mais pourquoi on est intéressé à apprendre de Chris Hadfield? Ben parce qu'il parlait d'expérience. Il y a plein de personnes qui auraient été qualifiées pour aller chercher la bonne information puis nous faire une super de belle présentation vraie à tous les points de vue, là, scientifiques. Et quand ils font venir un conférencier, c'est parce que tu as l'expérience en arrière du message. Il y a une raison pourquoi c'est toi qui livre le message. As-tu déjà pensé à ça? Fait qu'en 2026, les jeunes peuvent apprendre de plein de personnes différentes avec la technologie d'aujourd'hui et maintenant avec l'intelligence artificielle. Pourquoi ils apprendraient de toi? Pourquoi ils apprendraient de nous? Je me pose à moi-même la question, là. Pourquoi ils apprendraient de Marius? Si Marius n'est pas dans l'arène de l'apprentissage, lui aussi, avec les outils d'aujourd'hui, est-ce que Marius parle de la théorie ou Marius parle aussi de la pratique et de l'expérience? Parce que quelqu'un qui parle avec de l'expérience, ça paraît. Il a marché le chemin. Mais si tu as marché le chemin d'écrire avec l'IA parce que tu le marches présentement et que tu es en train de découvrir, bien toi, tu es capable de me guider. Moi qui est en train d'apprendre à trouver ma place puis ma plume avec ces outils-là qui existent. Ça fit où? Tu sais? Fait que c'est gros l'enjeu, là. C'est gros, puis ça n'a pas rapport avec l'IA. J'ai juste donné cet exemple-là. Là. N'importe quelle pratique là, qu'on cherche à amener, puis ça s'applique en leadership, pas juste en salle de classe. Là. Si je suis direction, peu importe votre rôle là, en éducation, c'est comme important. Je me souviens quand j'étais directeur adjoint au pavillon à Hawkesbury, des élèves de secondaire 1 et 2, 7e, 8e année. Le mois de février, c'est le mois des journées blanches, les sorties scolaires. On va en ski, on va glisser en tube, on fait une sortie. Là. Je ne sais pas si vous faites ça dans votre coin. Mais il y avait toujours des élèves, pour toutes sortes de raisons, qui restaient à l'école, qui n'allaient pas, eux autres, à la sortie, pour toutes sortes de raisons. Fait que là, ça prenait des adultes, un adulte, deux adultes, en fonction du nombre, pour s'occuper de ces jeunes-là, qui restaient à l'école. Puis des fois, j'ai eu la chance d'aller en sortie avec les jeunes, puis d'autres fois, j'ai été celui qui restait à l'école, tu sais, avec ces jeunes-là. Puis quand je restais à l'école, ça me marquait quand tout le monde revenait de la sortie, les joues roses, le bruit des pantalons de neige qui se frottent là, au niveau des chevilles parce qu'on revient de l'extérieur, le bruit des bottes, les nouvelles amitiés qui se sont formées, le lien qui se tisse entre les membres du personnel et les élèves, les jeunes qui, ça bourdonne, ils ont vécu toutes sortes d'affaires. « Hey, monsieur, on a vu ça, on est allé dans le bois, on a vu telle affaire. » Puis on parle d'expérience. Puis je me disais toujours, les gens qui sont restés à l'école, eux autres, ils n'ont pas d'histoire à raconter. Ils ont fait du travail comme d'habitude. Ils ne sont pas allés en sortie éducative. Il n'y a pas eu cette opportunité-là. Puis en leadership pédagogique, ce qu'on fait, ce n'est pas des sorties éducatives ou des sorties dans ce sens-là, mais on fait des sorties de zone. On fait des sorties de zone de confort en équipe, puis il y en a qui ne font pas à sortie. Fait que là, ça donne des gens dans notre école, dans notre milieu, dans notre équipe, qui parlent des sorties qu'ils font, de ce qu'ils sont en train de faire, parlent de leurs expériences. Puis t'en as d'autres qui sont pris en haut de la côte. Puis qui écoutent les autres. Puis qui continuent à nourrir le loup mauvais, qui sont pas capables. Puis dans ce que je suis en train de dire, là, juste pour être clair, je n'ai que de l'empathie, là. Zéro jugement. J'active mon leadership humain, puis je me dis, waouh, il est fort son loup, à lui ou à elle, est encore en haut de la côte. Puis je me dis, on a besoin de tout le monde en éducation. On a besoin que tout le monde s'essaye. On a besoin que tout le monde devienne pleinement qui il est censé devenir comme pédagogue. Pourquoi priver les élèves de qui tu es? Pourquoi priver les élèves de qui tu es capable de devenir? Le verbe de notre époque, devenir. On enseigne qui on est. Pas juste ce qu'on sait. On enseigne qui on est en train de devenir à travers tout ça, là. On fait des sorties de zone, les amis.
on fait des sorties de zone. Puis la foi et la peur nous demandent de croire en quelque chose qu'on ne peut pas voir. Chose est certaine, plus tu attends avant d'essayer quelque chose, plus tu vas avoir peur. Parce que la clarté vient dans l'action. Quand tu es en haut de la côte, tu es face à l'incertitude. Fait que tu ne l'auras pas la réponse pendant que tu es en haut de la côte. Le but de toutes les rencontres en équipe de collaboration, c'est quoi? On se rend jusqu'en haut de la côte. À la fin d'une rencontre, quand elle est bien faite, là, on est tous en haut de la côte et on se dit waouh, OK, on est dans l'anticipation, on est dans le feeling, on va faire exprès pour faire ce qu'on a à faire pour avancer vers les cibles qu'on veut atteindre dans notre milieu. Mais c'est pas pendant la rencontre qu'on passe à l'action, on s'entend parce qu'il n'y a pas d'élèves, là. C'est après la rencontre qu'on passe à l'action. Puis si je passe pas à l'action après la rencontre, ben le projet éducatif, ça demeure des paroles, ça demeure un document. Le plan d'amélioration d'école, ça demeure un plan qui n'est pas vivant. Pourquoi? Il prend vie après la rencontre. Il prend vie quand moi, je prends une décision individuelle que, tu sais quoi, moi, je fais une sortie de zone. Moi, je m'en vais découvrir tout ce que je peux devenir pendant que j'ai ma carrière en éducation parce que mon temps, il est limité. Mais moi, je fais une sortie de zone. Tu sais pourquoi? Je ne suis pas tout seul. Un, il y a des gens qui comptent sur moi. Deux, le feeling est bon. S'il vous plaît, quand tu y vas, tu découvres, tu pars à la rencontre de toi. Là. Tu pars à la rencontre de toi. Fait que j'ai une question pour toi aujourd'hui. Je sais pas comment tu me reçois là-dedans, mais c'est comme important de reconnaître que la flexibilité cognitive, c'est pas juste le cerveau. C'est pas juste tracer un nouveau chemin neuronal, là. C'est rempli d'émotions, tout ça, là. Quand tu n'as jamais fait quelque chose, là, tu vas composer avec de l'émotion. Puis si c'est ton émotion qui décide ce que tu fais ou tu fais pas, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Puis ce qu'on veut dans une école, c'est être intentionnel et conscient. Ouais. Dans l'atelier virtuel il y a quelques semaines, qui s'intitule Éliminer la résistance au changement, c'est exactement de ça qu'on parlait, tu sais. Je veux dire, si tu as le goût d'avoir accès à la rediffusion, je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode, là. On se partage des comment faire pour tout ça, là. Comment amener les gens à avoir assez foi qu'ils vont passer à l'action pour découvrir tout ce qu'ils peuvent devenir. On fait ça par amour, là. Je le répète. Ouais. Puis tout ça, tout ce que je suis en train de décrire aujourd'hui, c'est directement au cœur du programme Trouver sa voie en tant que leader. Le groupe du mois de mars, on focus exactement là-dessus. Comment je fais pour amener les gens à sortir de leur zone de confort et à essayer quelque chose. Les défis sont grands présentement en éducation, puis les solutions à ces défis-là se trouvent beaucoup à l'extérieur de notre zone de confort. Sommes-nous prêts à aller à la rencontre de ces solutions-là? Si la réponse c'est oui, il faut être prêt à aller à la rencontre d'une version de soi qu'on n'a jamais encore rencontrée. Fait que si tu es un leader en éducation, tu as le goût de travailler là-dessus, il me reste quelques places pour le groupe du mois de mars. Dans Trouver sa voie en tant que leader, tu peux m'écrire un message dans Messenger ou dans Instagram. Tu me dis « Hey Marius, parle-moi donc de ça, là. » Ouais. Si ça te parle, c'est peut-être pour toi. Sinon, mais je te pose une question. Quand tu penses à ta pratique et à ton rôle dans le monde de l'éducation, là, présentement, là, pense-y, là, tu fermes tes yeux, OK, je pense à ce que j'ai à faire, ce qui s'en vient. Là. Au moment où tu écoutes l'épisode, là, tu fermes tes yeux, tu dis OK, moi qui amène un changement positif dans ma classe, dans mon école, dans mon équipe, là, OK? C'est quoi qui est là pour toi quand tu penses à ça? Là? C'est quel loup nourris-tu le plus souvent? Si tu n'es pas certain, prends le temps de ressentir pendant que tu es là, là. Tu fermes tes yeux, là, tu y penses. Là. Ton émotion qui est là, c'est-tu plus une émotion qui est malaisante? Ou si c'est plus une émotion qui est propulsante, remplie d'anticipation, tes deux pieds d'un bloc, emmène-la ta garnotte, ça va passer vite. T'es où dans ton ressenti? Ben, en fonction de ton ressenti, c'est un messager, tu sais. Ton ressenti te parle.
Ton ressenti va t'indiquer quel loup tu es en train de nourrir. Puis là, maintenant que tu en as conscience, tu peux faire un choix conscient. Quel loup ai-je besoin de nourrir pour me propulser dans qui je suis en train de devenir? C'est gros, hein? C'est gros. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui, puis j'aimerais ça peut-être si tu veux me partager en message privé ou tu peux m'envoyer un courriel ou juste un commentaire en dessous de l'épisode d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui te parle dans ce que je viens de brasser comme idée avec toi? Le but ici, c'est de brasser des idées pour propulser les gens. Donc, merci de ton écoute, puis on se voit la semaine prochaine. Bye.